Bienvenue sur Top World, la chaîne où chaque histoire devient un voyage et où chaque destin révèle une vérité plus grande que nature. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre de l'un des parcours les plus fascinants de notre époque, la vie du roi de la pop, Michael Jackson. Un enfant prodige, un génie visionnaire, une légende planétaire. Mais aussi un homme complexe, fragile, parfois incompris. Derrière les projecteurs, derrière les cris des foules, se cache une histoire faite de triomphes éclatants, de batailles intimes et de transformations qui ont bouleversé le monde entier. De ses débuts fulgurants au sein des Jackson 5 à son ascension solo vertigineuse, de ses albums révolutionnaires qui ont redéfini la musique moderne à ses chorégraphies devenues immortelles. Des controverses qui ont marqué sa vie aux blessures secrètes qu'il portait en silence. Chaque chapitre de son histoire est une pièce d'un puzzle humain et artistique unique. Préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons traverser les moments clés, les ombres et les lumières, les chutes et les renaissances de celui qui reste, encore aujourd'hui, l'artiste le plus influent de tous les temps. Ceci est plus qu'un récit. C'est une immersion dans l'univers du Moonwalker, là où la musique rencontre la magie, et où la légende ne meurt jamais. Chapitre 1. Michael Joseph Jackson, né le 29 août 1958, est le 8e des 10 enfants de Joseph Walter Jackson et Catherine Esther Jackson, née Scruse. La famille vit dans une petite maison pourvue de 2 chambres seulement, dans la ville ouvrière de Gary, située dans l'Indiana, au sud-est de Chicago. Son père, ancien boxeur et grutier de l'entreprise US Steel, joue de la guitare dans un groupe rhythm and blues appelé The Falcons, en français, les Faucons, pour compléter les revenus de la famille. Sa mère, qui élève ses enfants et travaille à temps partiel chez Sears, une chaîne américaine de grands magasins pour rapporter un complément de revenus au foyer, jouait de la clarinette et du piano dans le but de devenir une artiste de country. Contre la volonté de son mari, elle élève ses enfants dans la religion des Témoins de Jéhovah. Michael Jackson finira par quitter ce mouvement en 1987. Joseph Jackson était un père autoritaire et intransigeant. Dans un entretien accordé à Martin Bashir et diffusé en 2003, Michael Jackson raconte que son père maltraitait physiquement et mentalement la fratrie, et se moquait souvent de son apparence physique en le surnommant « gros nez ». L'enfant souffrait de multiples difficultés émotionnelles, cauchemars, troubles du sommeil, complexes, comportements hyperdociles et des tendances à rester enfantin, des symptômes dus à des maltraitances, qui l'auraient traumatisé et auraient engendré ses problèmes de santé durant toute sa vie. Les médecins lui diagnostiquent également une dysmorphophobie. Dans un entretien accordé à Oprah Winfrey en 1993, il déclare que sa jeunesse avait été solitaire. « Je ne pouvais pas faire des choses que les autres enfants pouvaient faire, avoir des amis et des soirées et des copains. Il n'y avait rien de tout cela chez moi. Je n'avais pas d'amis quand j'étais petit. Mes frères étaient mes amis. » En 201, dans l'émission Piers Morgan Tonight diffusée sur CNN, Catherine Jackson déclare que, même si les coups sur Michael sont considérés comme un sévice aujourd'hui, c'était une façon courante de discipliner les enfants à l'époque. La musique est très présente dans la vie de la famille. Dans un premier temps, Joseph joue de la guitare et fait chanter ses enfants. L'utilisation de sa guitare leur est normalement interdite, mais Tito, un de ses frères, en joue parfois en cachette lorsque son père est absent. Quand il s'aperçoit qu'une corde est cassée, ce dernier menace ses enfants de les battre s'ils ne leur montrent pas qu'ils savent bien en jouer. C'est ainsi qu'il réalise que Tito et ses frères ont du talent. Il offre alors sa propre guitare à Tito et une basse à Germaine. Rejoint dès 1964 par Marlon et Michael, ils forment un groupe baptisé The Jackson 5 sur la suggestion d'un de leurs voisins. Michael Jackson en devient le chanteur principal grâce à sa voix étonnamment maîtrisée pour son jeune âge et à son habileté à reproduire les pas de danse de James Brown. Chapitre 2. Les Jackson 5, qui se produisent d'abord à Gary, remportent tous les concours auxquels ils participent et acquièrent une renommée locale. Joseph obtient pour eux des auditions, le week-end, à Chicago, New York et Philadelphie. Les 5 garçons continuent à aller à l'école la semaine. En 1968, la famille part s'installer à Détroit, où Berry Gordy, président de Motown, maison de disques soul composée principalement d'artistes noirs, convoque les Jackson 5 pour une audition. Et décide rapidement de les engager. En août 1969, le groupe est officiellement présenté à la presse par Diana Ross, qui fait figure de marraine. Berry Gordy répand la rumeur que c'est Diana Ross elle-même qui les a découverts, afin de maximiser la popularité du nouveau groupe en l'associant à une vedette déjà bien établie.
Les Jackson 5 deviennent rapidement l'un des fleurons de l'écurie Motown. Peu après la signature du contrat, Berry Gordy et toute la famille Jackson quittent Détroit pour Los Angeles. Le premier succès national des Jackson 5 est une chanson composée par les auteurs-compositeurs de la maison de disques Motown, The Corporation, I Want You Back, qui figure sur leur premier album, Diana Ross Presents the Jackson 5, et devient numéro 1 au classement Billboard des singles pop en janvier 1970. Michael Jackson a alors 11 ans et demi, mais son âge est diminué de 2 ans afin d'accentuer son image de jeune prodige. 3 autres singles, extraits des 2 albums suivants, deviennent également numéro 1 en 1970, BC, également en lice pour un Grammy Award, The Love You Save, et I'll Be There, qui reste numéro 1 pendant 5 semaines en octobre et novembre. C'est la première fois que les 4 premiers singles d'un groupe deviennent tous numéro 1 aux États-Unis. La célébrité des Jackson 5 ne cesse de croître et le jeune Michael Jackson devient très populaire auprès du public. En mai 1974, la chanson Dancing Machine atteint la 2e place des classements. Cette séparation ne va pas sans douleur. La direction de Motown, estimant qu'ils ont rompu leur contrat en signant avec Epic Records avant la fin de leur précédent engagement, leur intente un procès, au terme duquel la compagnie conserve ses droits sur le nom Jackson 5, et se voit également reconnu le droit d'utiliser les chansons des Jackson 5 dans de futures compilations. Le groupe est donc contraint de changer de nom et prend celui de The Jacksons. L'épisode conduit au départ d'un des membres du groupe, Jermaine, qui a épousé la fille de Berry Gordy, entame une carrière solo chez Motown. Il est remplacé par le Benjamin de la fratrie, Randy, plus jeune frère de Michael, qui était déjà présent occasionnellement dans le groupe en tant que percussionniste. De son côté, Michael Jackson met fin au contrat qui le liait à Motown en tant qu'artiste solo, et signe lui aussi chez Epic Records. Mais ce n'est que 4 ans plus tard qu'il enregistrera un nouvel album solo. Chapitre 3. Parallèlement à sa carrière avec les Jackson 5, Michael Jackson sort 4 albums solo. Go to Be There paraît en janvier 1972 avec la maison de disques Motown, alors que Michael a à peine 13 ans. La même année, il acquiert, avec Ben, une plus grande maturité vocale, qui s'exprime notamment sur les nombreuses ballades que comprend cet album. Toujours en 1972, la chanson Ben devient son premier succès en solo et figure sur la bande originale du film homonyme, ce qui lui vaut un Golden Globe et une nomination aux Oscars. Music and Me E.T. Forever, Michael, respectivement sortis en 1973 et 1975, ne rencontrent pas le même succès que les 2 précédents albums. Il faut attendre 1978 et l'album Destiny pour prendre la mesure du talent des frères Jackson, et plus particulièrement de Michael. Cet album, entièrement produit et écrit par eux, à l'exception du titre Blame It on the Boogie, écrit entre autres par un certain Mick Jackson, sans lien de parenté, génère 2 tubes, Blame It on the Boogie et Shake Your Body, Down to the Ground. L'album suivant, Triumph, sorti en 1980, contient notamment les tubes Lovely One et Can You Feel It. Ce dernier titre a fait l'objet d'un vidéoclip spectaculaire pour l'époque, abondant en effets spéciaux, imaginé par Michael lui-même. Michael éclipse désormais le groupe en interprétant ses propres compositions. Un album en spectacle, issu du Triumph Tour, paraît en 1981 sous le titre The Jacksons Live, comportant aussi bien des chansons publiées chez Epic que leur premier succès chez Motown sous le nom des Jackson 5. En 1978, Michael aurait eu une fracture du nez, causée par une chute sur scène, ce qui l'aurait obligé à subir une première rhinoplastie, laquelle n'aurait pas été totalement réussie et aurait été corrigée par une seconde. Ce sont les 2 seules rhinoplasties qu'il reconnaît avoir subies. Beaucoup de rumeurs circulent sur les modifications qu'il aurait ensuite apportées à son visage et sur leur nombre. Même si certaines sont farfelues, d'autres sont indéniables et poussent les chirurgiens esthétiques à citer Michael Jackson comme exemple à ne pas suivre. En 1979, Michael Jackson sort son premier album chez Epic, Off the Wall, coproduit avec Quincy Jones, qu'il a rencontré sur le tournage de la comédie musicale The Wiz. Environ 2 ans plus tôt. Certaines chansons ont été composées par Rod Temperton, Stevie Wonder et Paul McCartney. L'album est un succès. On estime qu'il s'est vendu à ce jour à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Plusieurs singles qui en sont extraits se hissent en tête des palmarès. Rock With You devient numéro 1 au Billboard Hot 100 et y reste 4 semaines. Don't Stop Until You Get Enough est numéro 1 pendant 1 semaine.
la ballade She's Out of My Life intègre le top 10 du Billboard Hot 100, tout comme la chanson Off the Wall. L'album mêle habilement funk, soul et disco. Malgré cet impressionnant succès, l'artiste est seulement nommé dans la catégorie meilleur chanteur R&B pour Don't Stop Till You Get Enough aux Grammy Awards de 1980. Accompagné de ses frères, il fait alors la promotion de son album pendant le Triumph Tour, en chantant les tubes du disque. Déçu de ne pas avoir été nommé dans la catégorie Album de l'année, il jure que son prochain album ne sera pas ignoré. Chapitre 4. Le 1er décembre 1982, Michael Jackson sort Thriller, son deuxième album, en collaboration avec Quincy Jones. Il connaît un succès immédiat, 1 million d'exemplaires vendus en un mois, 10 millions la première année. L'album reste présent dans les hit-parades pendant 2 ans et se maintient pendant un total de 37 semaines numéro 1 du classement Billboard. C'est l'album le mieux vendu aux États-Unis en 1983 et 1984, et à cette époque, c'est le deuxième disque le plus vendu après le Greatest Hits, 1971 à 1975, des Eagles, soit le premier hors compilation. Entre 1982 et 1996, Thriller a été certifié à 25 millions d'exemplaires aux États-Unis et 20 millions à l'étranger. En mai 1984, il est reconnu par le livre Guinness des records comme l'album le plus vendu de tous les temps, 25 millions d'exemplaires à l'époque, les estimations actuelles sont de 66 millions d'exemplaires. L'album est certifié 33 fois disque platine par la RIAA aux États-Unis. Avec Thriller, Michael Jackson remporte 8 récompenses aux American Music Awards et 8 aux Grammy Awards, et, le 20 novembre 1984, il obtient son étoile sur l'Hollywood Walk of Fame. L'album contient 9 titres, dont 7 sortiront successivement en singles et se classeront tous dans le top 10 du Billboard Hot 100, The Girl Is Mine, octobre 1982, Billie Jean, janvier 1983, Beat It, février 1983, Wanna Be Startin' Something, mai 1983, Human Nature, juillet 1983, PYT, Pretty Young Thing, septembre 1983, et Thriller, janvier 1984. 3 clips vidéo sont réalisés, pour Billie Jean, Thriller et Beat It. Ce sont de véritables courts-métrages, réalisés avec un budget sans précédent, faisant usage d'effets spéciaux d'avant-garde. En particulier, le clip de la chanson Thriller, sorti le 2 décembre 1983, a coûté $1 million et est une des premières vidéos d'un artiste noir américain à être diffusée à grande échelle sur la chaîne MTV. La cassette vidéo du making-of est devenue à l'époque la plus vendue au monde. L'avocat de Jackson, John Branca, indique alors que son client a le plus haut taux de royalties de toute l'industrie du disque, approximativement $2 par disque vendu. Le succès est tel que l'album se vend non seulement comme un produit culturel, mais comme un bien de consommation courant, précision nécessaire en mai 1984, une poupée à l'effigie de Jackson, habillée toute rouge comme dans le vidéoclip Thriller, se vend $12 dans le commerce. Le 16 mai 1983, pour le 25e anniversaire de la Motown, Michael apparaît sur NBC en compagnie de ses frères dans l'émission spéciale Motown 25, Yesterday, Today, Forever, réalisée le 25 mars. Le groupe y interprète ses plus grands titres. Michael interprète seul Billie Jean, la seule chanson interprétée ce soir-là à ne pas appartenir au répertoire Motown. Il effectue à cette occasion, et pour la première fois, son moonwalk, qui est salué par une ovation spontanée des spectateurs. Ce pas de danse devient par la suite un de ses pas de danse emblématiques. Cette prestation lui vaut un télégramme de Fred Astaire. « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève. Merci. » Il y interprète aussi avec ses frères Never Can Say Goodbye et I'll Be There. Le 27 janvier 1984, au cours du tournage d'un film publicitaire pour Pepsi-Cola, une étincelle provoquée par des équipements pyrotechniques met le feu aux cheveux de l'artiste. Miko Brando, fils de Marlon Brando, lui vient immédiatement en aide, suivi par d'autres témoins de l'accident, et Michael est amené d'urgence au Cedar Sinai Hospital. Diagnostic, brûlure au 2e et 3e degré du cuir chevelu. Les équipements en cause se trouvaient à 60 cm seulement de sa tête, ce qui contrevient gravement aux règles de sécurité. Les images de son entrée aux urgences sur un brancard. Le crâne recouvert d'un large bandage et sa main gantée saluant la foule, font le tour du monde. Il doit subir plusieurs interventions chirurgicales et des greffes de cuir chevelu.
Les médicaments contre la douleur auxquels il est contraint de recourir créent rapidement chez lui une certaine dépendance. Au grand étonnement de certains, il choisit de ne pas poursuivre les dirigeants de Pepsi-Cola et d'exiger d'eux plutôt un don. Les assurances lui versent $1,5 million, somme qu'il remet lui-même immédiatement au Brotman Medical Center, le centre pour grands brûlés où il a été soigné. Le 16 mai 1983, pour le 25e anniversaire de la Motown, Michael apparaît sur NBC en compagnie de ses frères dans l'émission spéciale Motown 25, Yesterday, Today, Forever, réalisée le 25 mars. Le groupe y interprète ses plus grands titres. Michael interprète seul Billie Jean, la seule chanson interprétée ce soir-là à ne pas appartenir au répertoire Motown. Il effectue à cette occasion, et pour la première fois, son moonwalk, qui est salué par une ovation spontanée des spectateurs. Ce pas de danse devient par la suite un de ses pas de danse emblématiques. Cette prestation lui vaut un télégramme de Fred Astaire. « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève. Merci. » Il y interprète aussi avec ses frères Never Can Say Goodbye et I'll Be There. Le 27 janvier 1984, au cours du tournage d'un film publicitaire pour Pepsi-Cola, une étincelle provoquée par des équipements pyrotechniques met le feu aux cheveux de l'artiste. Miko Brando, fils de Marlon Brando, lui vient immédiatement en aide, suivi par d'autres témoins de l'accident, et Michael est amené d'urgence au Cedar Sinai Hospital. Diagnostic: brûlure au 2e et 3e degré du cuir chevelu. Les équipements en cause se trouvaient à 60 cm seulement de sa tête, ce qui contrevient gravement aux règles de sécurité. Les images de son entrée aux urgences sur un brancard. Le crâne recouvert d'un large bandage et sa main gantée saluant la foule, font le tour du monde. Il doit subir plusieurs interventions chirurgicales et des greffes de cuir chevelu. Les médicaments contre la douleur auxquels il est contraint de recourir créent rapidement chez lui une certaine dépendance. Au grand étonnement de certains, il choisit de ne pas poursuivre les dirigeants de Pepsi-Cola et d'exiger d'eux plutôt un don. Les assurances lui versent $1,5 million, somme qu'il remet lui-même immédiatement au Brotman Medical Center, le centre pour grands brûlés où il a été soigné. L'album Dangerous comprend 14 chansons dont 9 paraissent successivement: Black or White, novembre 1991, Remember the Time, janvier 1992, In the Closet, avril 1992, Who Is It, juillet 1992, Jam, septembre 1992, Heal the World, novembre 1992, Given to Me, février 1993, Will You Be There, juin 1993, qui devient plus tard le générique de fin du film Sauve Willie, et Gone Too Soon, novembre 1993, une chanson en hommage à Ryan White, un jeune garçon victime du sida. Michael Jackson a visité l'Afrique au début de 1992, lors de sa première escale au Gabon. Il a été accueilli par plus de 100,000 personnes et a été nommé officier de l'Ordre national du mérite par le président Omar Bongo le 14 février 1992. En novembre 1992, une mini-série intitulée The Jacksons, An American Dream, Les Jacksons, un rêve américain, d'une durée totale de 4 heures, est diffusée en 2 épisodes sur la chaîne ABC. La série aborde principalement la carrière des Jackson 5 et explore en profondeur leur vie au quotidien, notamment les préoccupations de Michael et les méthodes d'éducation de son père. Pendant sa tournée mondiale Dangerous Tour, du 27 juin 1992 au 11 novembre 1993, Jackson annonce la création de son organisation caritative, Heal the World, à laquelle s'adjoint en 2001 Heal the Kids. Les deux seront dissoutes au cours de cette même année. Le 31 janvier 1993, il chante lors de la mi-temps de la finale du Super Bowl. Interprétant plusieurs de ses titres, Jam, Billie Jean, Black or White et Heal the World. Le 17 août 1993, durant sa tournée, Michael Jackson est accusé d'agression sexuelle sur mineur. Après une cure de désintoxication rendue nécessaire par sa dépendance aux calmants, Michael Jackson se dit prêt à affronter un procès, mais son entourage, les compagnies d'assurance et les gestionnaires de sa fortune l'en dissuadent. L'affaire a un fort retentissement sur l'état de santé du chanteur, qui est contraint d'annuler plusieurs concerts. Le 30 juin 2005, Michael Jackson quitte les États-Unis pour s'installer au Bahreïn, où il est reçu en tant qu'invité par le cheikh Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa, fils du roi. Le 19 juillet 2005, une nouvelle compilation, The Essential Michael Jackson est parue,
ainsi qu'un DVD contenant une vidéo du concert de Bucarest lors du Dangerous World Tour. Les deux produits se vendent très bien, notamment en France, où le CD compilation est numéro 1 avec plus de 350 000 exemplaires vendus, et le DVD numéro 1 des ventes de DVD musicaux références nécessaires. Le 18 avril 2006, Michael Jackson quitte la maison de disques Epic Records, et donc sa maison de disques Sony BMG, avec lequel il a produit tous ses albums solo depuis Off the Wall en 1979. Et signe un contrat avec l'anglais Guy Holmes, PDG de la maison de disques indépendante 26 Records. Le contrat, rompu en septembre 2006, exigeait la production d'un nouvel album dont la sortie était prévue pour fin 2007. En novembre 2006, Michael Jackson se rend à Londres et visite les bureaux du livre Guinness des records. Il reçoit à cette occasion un prix pour avoir battu 8 records dont celui du premier artiste à avoir gagné plus de 100 millions de dollars en un an, premier artiste à avoir vendu plus de 100 millions de disques en dehors des États-Unis, ou encore meilleur artiste de tous les temps. Michael Jackson est également présent au World Music Awards pour y recevoir le Diamond Award. Récompense réservée aux artistes ayant vendu plus de 100 millions d'albums. Chapitre 5. Le 25 juin 2009, Michael Jackson se trouve dans sa maison d'Holmby Hills, un quartier de Los Angeles, lorsqu'il perd connaissance peu avant midi. Les secours paramédicaux du Los Angeles Fire Department arrivent rapidement sur place et constatent que son médecin personnel, le Dr Conrad Murray, est déjà en train de procéder à une réanimation cardio-pulmonaire. Transporté au Ronald Reagan UCLA Medical Center, Michael Jackson est officiellement déclaré mort à 14h26, heure locale, malgré plus d'une heure de tentative de réanimation. Sa mort est annoncée officiellement à la presse américaine quelques minutes plus tard par son frère aîné Jermaine Jackson. À 14h44, le site web TMZ est le premier média à relayer l'information, confirmé à 14h51 sur le site du Los Angeles Times, s'ensuit un pic de trafic Internet d'une intensité exceptionnelle, provoquant l'arrêt momentané de plusieurs sites majeurs pour cause de surcharge. Une première autopsie médico-légale est pratiquée, puis quelques jours plus tard une seconde est réalisée à la demande de la famille, dans un cadre privé, le père de l'artiste ayant des doutes sur les causes de sa mort. Au fur et à mesure de l'enquête, les accusations se portent sur son médecin personnel, Conrad Murray, criblé de dettes, qui lui aurait injecté du propofol, un anesthésique, et du lorazépam, un sédatif, en doses excessives et sans la surveillance requise. Les médecins légistes parlent alors d'homicide accidentel et lié aux médicaments. Selon l'Institut médico-légal, ces deux médicaments seraient à l'origine de la mort du chanteur, mais l'autopsie aurait révélé la présence d'autres médicaments, midazolam, diazépam, lidocaïne et éphédrine, soit une combinaison de calmants et de stimulants. Le rapport de l'autopsie pratiquée au bureau du médecin légiste de Los Angeles par les docteurs Satyavajiswaran et Rogers, que s'est procuré l'Associated Press, fait apparaître que Michael Jackson était en bonne santé. Il souffrait d'arthrite au bas de la colonne vertébrale et dans les mains et d'une inflammation des poumons, ce qui est assez courant chez un quinquagénaire. Son cœur, ses reins et ses autres organes étaient en bon état, et son poids, certes dans la moyenne basse, n'avait rien d'anormal. Le 21 novembre 2009, la police de Los Angeles communique à la presse de nouvelles informations prouvant la culpabilité du Dr Murray dans la mort du chanteur. Pour sa défense, celui-ci a émis l'hypothèse d'un suicide de l'artiste, qui, soumis à une trop forte pression et ne se sentant pas en mesure d'assurer la série de concerts annoncés, aurait préféré mettre fin à ses jours. Cela lui sera vivement reproché à la lecture du verdict. Le 7 novembre 2011, Murray sera reconnu coupable d'homicide involontaire par la Cour supérieure de Los Angeles et condamné à 4 ans de prison. Il a été libéré le 28 octobre 2013, en raison de la surpopulation carcérale. Michael Jackson a laissé derrière lui 3 jeunes enfants qui ont vécu sous les projecteurs et dans l'ombre, suivant leur célèbre père lors de ses tournées à travers le monde.